Bonjour à tous et à toutes. On est très très heureux de vous accueillir à la fête locale du NPA révolutionnaire pour discuter de manière plus conviviale des idées communistes et révolutionnaires et aussi nous rencontrer, nous qui travaillons et militons dans différents secteurs. Face aux attaques patronales, à la misère et à la guerre qui se préparent, il y a urgence à nous organiser et à discuter. Il va y avoir 4 interventions ce soir, de la tribune ici, que je vais présenter au fur et à mesure. Et donc, pour commencer sans plus attendre, je vais passer la parole à Sam, qui est militant à Lyon 2 et militant au NPA révolutionnaire, et qui va nous parler des récentes mobilisations de la jeunesse. Salut tout le monde. Le mois dernier, Macron il nous a annoncé l'augmentation des budgets militaires, se donnant pour objectif d'atteindre 5% du PIB. Il nous dit en fait que la Russie, elle serait aux portes de l'Europe, qu'il faut donc se réarmer pour se défendre. Et en bon représentant de la bourgeoisie, il nous propose de se cacher derrière lui face à la menace de Poutine, tentant aussi d'alimenter un sentiment d'union nationale. Alors les marchands d'armes comme Thales et Dassault, ils se frottent déjà les mains de ces annonces. Leurs actions en bourse, elles ont bondi après l'allocution du président. Le PDG de Thales, par exemple, il se réjouit déjà, il dit « 2024 fut une année exceptionnelle pour les prises de commandes » et il ajoute « c'est une décennie de forte croissance qui s'ouvre ». Fine analyse du discours de Macron. Le rêve de Macron, c'est qu'on se range toutes et tous derrière le drapeau français, représentant des intérêts impérialistes, en échange d'une protection face à la Russie. Mais dans ce discours militariste, c'est bien une guerre sociale qu'il nous déclare, parce qu'en fait c'est aux travailleurs, aux travailleuses et à la jeunesse qui compte faire payer la facture. Jeudi dernier déjà, le Premier ministre François Bayrou a envoyé une circulaire à l'ensemble des ministères pour annoncer la couleur de l'économie de guerre. En 2026, il faudra encore baisser les dépenses de l'État. Enfin, pas celles pour l'armée, bien sûr, hein. Comme le dit si bien le directeur général de la Banque publique d'investissement en France, la dette, ça sert à financer les investissements des canons et des centrales nucléaires, pas les Doliprane de ma mère. Bon, pas sûr que sa mère ait besoin qu'on lui rembourse ses Doliprane, mais ça a le mérite d'être clair. Bayrou, il a déjà sorti une partie de la note en janvier avec un plan de 36 milliards d'euros d'économie, dont 1 milliard qu'il prend dans les universités et la recherche, alors que la plupart des facs sont déjà en déficit. Oui, le gouvernement Macron, il n'oublie pas la jeunesse à qui il promet un avenir radieux. Dans toutes les facs, les suppressions de places et les suppressions de postes, elles sont annoncées pour les prochains budgets. À Lyon 2, la présidente, elle a même décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne, rendu possible par la loi raciste Bienvenue en France en 2018. Donc ces étudiants-là auront à payer presque 4 000 € leur inscription à l'année. Comme si c'était naturel en fait de faire payer aux étudiants étrangers le manque de moyens. Et en fait, c'est pas nouveau quoi, ces attaques-là, ça fait des années que les universités elles sont victimes d'un sous-investissement croissant. Il n'y a pas de place pour toutes et tous pour pouvoir étudier, ou en tout cas pas dans des bonnes conditions. Alors les gouvernements successifs, ils ont renforcé la sélection en mettant en place des plateformes de tri social comme Parcoursup ou Mon Master. En 2023, par exemple, c'était 30% des jeunes inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas eu d'inscription à l'université. Et c'est bien sûr les enfants d'ouvriers et d'immigrés qui sont les plus touchés par ces politiques. En fait, si le patronat il fait ça, c'est aussi parce qu'il a besoin d'une main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci, qui serait prête à accepter n'importe quel boulot aux conditions les plus pourries, alors même que plus de 17% des moins de 25 ans sont au chômage. C'est bien sûr une réserve de main-d'œuvre qui tombe à pic pour les patrons. Non seulement ils veulent nous faire bosser donc le plus tôt possible, à bas prix, mais en plus le plus longtemps possible. On a déjà eu droit à l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, il parle encore de l'augmenter. Voilà, il dit c'est pas suffisant 64 ans, maintenant il faut réfléchir à l'étape supérieure. Mais si jamais nous les jeunes on n'aime pas le chômage ou les tafs sous-payés, le gouvernement il a pensé à nous. Depuis la rentrée 2024, l'armée elle a lancé une nouvelle campagne de recrutement avec pour objectif d'engager 16 000 jeunes par an. C'est la campagne qui s'appelle « Peux-tu le faire ?»
Voilà, on voit toutes et tous les publicités. On a aussi vu apparaître des partenariats avec les universités, rien qu'à Lyon, entre l'ENS et Thalès, le marchand d'armes, ou encore entre la fac de droit de Lyon 2 et l'armée de terre. Dans les lycées, ils ont tenté de mettre en place aussi un service national universel, dont la campagne n'a pas été très reluisante, et ça avait été mis de côté, mais là ça revient maintenant sur le devant de la scène. Même dans les collèges du Val d'Oise, une camarade disait tout à l'heure qu'il y avait des partenariats avec l'industrie aéronautique, quoi. Donc voilà, dans des collèges maintenant. En fait, ils veulent nous mettre dans la tête qu'on aurait les mêmes intérêts que les patrons et le gouvernement à se ranger derrière le drapeau tricolore, en fait derrière le drapeau des intérêts de la bourgeoisie. D'ailleurs, ça les arrangerait que la jeunesse, elle se tienne au garde à vous plutôt que dans la rue. Les interventions policières, elles se multiplient contre des étudiants et des lycéens qui se mobilisent, que ce soit en solidarité avec le peuple palestinien ou encore contre les coupes budgétaires. Il y a une circulaire de Borne et de Retailleau qui a circulé là fin mars dans les différentes préfectures, autorisant les flics maintenant à fouiller les sacs des lycéens devant leurs établissements, donc ils mettent en place des sortes de contrôles pour soi-disant prévenir les cas d'agression, alors qu'on sait bien avec quelle violence la police elle réprime ces lycéens lorsqu'ils se mobilisent, donc c'est clair que la solution elle viendra certainement pas d'eux. Et dans ce contexte où les coupes budgétaires elles pleuvent, en particulier dans les universités, l'extrême droite, elle préfère alimenter des polémiques qui servent son agenda politique, bien sûr. Il y a 2 semaines, il y a une quinzaine d'étudiants, je sais pas, vous avez sans doute vu passer dans les médias, qui ont interrompu le cours d'un enseignant à Lyon 2. Cet enseignant, il s'appelle Fabrice Balanche. Il a pris la parole pour dénoncer, les étudiants ont pris la parole pour dénoncer ses prises de position, notamment sur la Palestine, puisque ce prof-là, en 2023, il avait déclaré sur CNews, je vous cite, « L'un des scénarios est l'expulsion de la population palestinienne de Gaza. Ça résoudra le problème du Hamas, puisqu'il se cache et prolifère au milieu de cette population civile. Et à mon avis, c'est le seul moyen véritablement d'éradiquer le Hamas. » Fin de citation. Voilà, donc un brave homme qu'on voit sur une vidéo, donc quitter son amphi, la tête basse. Et l'extrême droite, bien sûr, elle a bondi sur cette affaire pour apporter tout son soutien à l'enseignant et pour condamner les violences, avec Marine Le Pen, qui a pourtant d'autres chats à fouetter en ce moment, et Alice Cordier, du groupe identitaire Némésis, qui a carrément comparé l'enseignant à Samuel Paty. Mais l'extrême droite, elle a aussi été suivie par des membres du gouvernement qui ont eux aussi apporté leur soutien à l'enseignant, comme François Bayrou ou Elisabeth Borne. En fait, ces mêmes personnes qui sont actuellement en train de planter le clou dans le cercueil des universités, elles préfèrent participer à une polémique réactionnaire entretenant les divisions racistes et islamophobes. Et en bref, Fabrice Balanche, maintenant, il fait le tour des plateaux télé pour raconter avoir été victime de l'entrisme islamiste au sein des facs. La grande surprise, c'est que ce monsieur est encarté chez les Républicains. Bon, on aura cerné le personnage, hein. Encore une affaire qui est montée en épingle par l'extrême droite. Mais que ce soit face aux coupes budgétaires, aux discours militaristes ou aux tentatives de division de l'extrême droite, la jeunesse, elle relève la tête. Notamment depuis l'annonce des coupes budgétaires. Dans des dizaines de facs, il y a des assemblées générales, des rassemblements et des manifestations qui s'organisent. La semaine dernière, par exemple, le 3 avril, il y avait un appel à la mobilisation et il y a des centaines de jeunes qui sont sortis dans la rue à Paris. À Lyon 2 aussi, on a pu débrayer les cours avec le personnel et on est parti en manifestation pour rejoindre le rassemblement intersyndical avec les grévistes de la fonction publique, puisque le 3 avril, c'était une date de grève dans la fonction publique. Il en faudra bien sûr bien plus pour faire reculer la politique du gouvernement. Il faudra en fait que les différentes luttes, elles se regroupent plutôt que de se disperser dans des dates interprofessionnelles par exemple. Et nous, on restera parmi tous ces jeunes qui refusent l'avenir de guerre, de misère que nous préparent les patrons. Et face au drapeau tricolore de l'impérialisme français, nous on dit que les intérêts de notre camp, ils dépassent les frontières et qu'il faut que les jeunes et les travailleurs, les travailleuses s'organisent parce qu'on pourra compter que sur nos luttes, nos grèves et nos mobilisations. La jeunesse, elle se mobilise aussi contre toutes les oppressions que charrie la société capitaliste. Et d'ailleurs, le récent succès de la manif féministe du 8 mars contre les violences sexistes et sexuelles
dont va parler Raphaël Misoni, étudiante à Lyon 2 et porte-parole du NPA Jeunes Révolutionnaires, en témoigne. Eh bien, salut à toutes et à tous. C'est chouette de voir autant de monde à la deuxième édition de notre fête lyonnaise. Moi, effectivement, je voulais parler de féminisme parce que, comme l'a dit Ivenka, cette année, la journée du 8 mars a été particulièrement massive. Effectivement, on était 250 000 manifestants dans toute la France et à Lyon, presque 15 000. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Cette année, les manifestations du 8 mars étaient constituées de femmes et d'hommes qui ont décidé de dénoncer à voix haute le patriarcat, et il y en a besoin parce que le sexisme se nourrit du silence. L'actualité aujourd'hui, c'est plein de procès d'hommes de pouvoir qui ont commis des violences sexuelles. Et on pourrait croire qu'après de longues années d'indifférence, la justice se saisit enfin du problème des violences sexistes et que tout rentre dans l'ordre, mais c'est complètement une illusion. Quelques condamnations spectaculaires ne règlent pas le problème de fond, surtout quand on sait que les hommes riches ont les meilleurs avocats et tous les moyens d'éviter leur peine. Et puis, aucune punition, dans tous les cas, ne résoudra jamais un problème social aussi profond que le patriarcat. Et donc, puisque c'est l'actualité, ces procès, parlons-en. En premier lieu, l'affaire Depardieu, l'homme qui ne rend fier que Macron, est accusé par plusieurs femmes. Pour l'instant, seulement 2 plaintes sur 14 ont conduit à un procès. Et c'est aussi parce que la justice ne prend pas en compte la parole des femmes qui fait qu'elles n'osent pas dénoncer leur agresseur. C'est le résultat du fonctionnement de la justice. Elle temporise, elle minimise et finalement, elle acquitte. Mais c'est aussi parce que dénoncer Depardieu, c'est s'attaquer à un homme puissant et ça fait peur. Mais c'est cette peur de parler, cette loi du silence qui renforce justement le patriarcat. Ensuite, il y a aussi eu l'affaire du chirurgien de Jonzac, le docteur Le Squarnec. Lui, il est accusé par plusieurs centaines de personnes d'agressions sexuelles, de viols et de pédocriminalité. La majorité de ces victimes sont en plus des mineurs. Et il aurait d'ailleurs commis la plupart de ces agressions à l'hôpital où il exerçait. On a découvert en plus que la direction de l'hôpital était au courant. Et ça se savait, mais il ne voulait pas faire d'histoire. Encore une fois, la posture de supériorité est permise par le système patriarcal qui maintient l'omerta sur les affaires de violences sexuelles. Malheureusement, il y a aussi une affaire qui permet de mettre en lumière le fait que l'oppression patriarcale est subie par les femmes, mais aussi par les enfants, celle de Betaram, l'institution privée catholique. Là, ce sont des religieux, mais pas que, qui sont accusés d'avoir commis des violences physiques, psychologiques et sexuelles sur des élèves de l'établissement. Et encore une fois, cette affaire a fait du bruit quand on a appris que le Premier ministre, François Bayrou, était au courant de l'affaire. Il a scolarisé ses enfants dans cet établissement et il était ministre de l'Éducation nationale au moment des faits. Évidemment, lui, il se défend en disant qu'il ne savait rien. Donc là encore, on constate le silence et cette fois-ci, c'est celui du gouvernement. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, ce sont les 3 règles du patriarcat pour couvrir les hommes puissants qui agressent, violent et tuent. De toute façon, ce n'est pas étonnant venant du gouvernement puisque Darmanin enchaîne les différents postes de ministre sous Macron, quand bien même il a échangé ses services contre des faveurs sexuelles. Et puis dans ce milieu de politiciens, commettre des violences sexistes, c'est tout aussi admis que de taper dans la caisse. Je voulais aussi évoquer un dernier cas, l'affaire de Gisèle Pelicot. Effectivement, cette affaire a fait également du bruit, puisqu'il y avait 51 hommes sur le banc des accusés. Et 51, c'est seulement ceux qui ont pu être identifiés, et aucun d'eux ne s'est dit que ce n'était pas normal. Certains ont même dit lors du procès qu'ils pensaient que c'était OK parce qu'ils avaient eu l'accord du mari. Et ce n'est pas étonnant dans cette société patriarcale parce qu'elle leur apprend que le corps des femmes serait mis à leur disposition. Par ailleurs, ces hommes sont tout à fait ordinaires, ils n'ont pas le profil type, ils n'ont pas de profil type, ils ne ressemblent à aucun cliché auquel on voudrait par exemple nous faire adhérer, notamment cette extrême droite qui fait croire que les agresseurs sont des étrangers. Parce que oui, ça y est, les fachos aujourd'hui se disent féministes. On le voit justement avec la naissance de groupes comme Némésis, dont a parlé Sam tout à l'heure. Ils se revendiquent d'un
identitaires ou de droite, mais en réalité, ils instrumentalisent le combat pour développer une propagande raciste. Ils font porter aux immigrés en général et aux musulmans en particulier la responsabilité des violences sexuelles. Alors que les 4 affaires dont je viens de parler mettent en cause principalement des bourgeois bien blancs. C'est la prétendue bonne société de ce pays qui est fauteuse de violence, ses médecins, ses acteurs, ses curés et ses ministres qui se croient tout permis. Rappelons donc que le problème des violences sexistes et sexuelles, c'est pas tant les violences commises par un étranger inconnu que celles commises par quelqu'un du milieu proche. Parce que c'est ça, le patriarcat. Et j'ai parlé de Némésis aussi parce que depuis quelques années maintenant, ils essayent de s'incruster dans les manifestations du 8 mars. Mais nous ne devons jamais accepter leur présence à nos côtés et encore moins pour une journée qui vient du mouvement ouvrier. En effet, c'est grâce à l'initiative de Clara Zetkin, une révolutionnaire du début du XXe siècle, que cette journée a été créée. Puis, c'est le 8 mars 1917 que les ouvrières de Russie à Saint-Pétersbourg ont fait grève pour revendiquer la fin de la guerre et du pain. Et c'est cette grève des femmes qui a fait abdiquer le tsar. Et c'est donc ça qui a marqué le début de la révolution russe. D'ailleurs, cette révolution prolétarienne a apporté beaucoup d'améliorations à la condition des femmes. L'URSS est par exemple le premier pays au monde à avoir légalisé l'avortement. Et aujourd'hui, ce droit est partout remis en cause, ou bien parce que la loi est contestée comme aux États-Unis, ou bien parce que les moyens pour l'appliquer n'existent pas, comme en France, où des dizaines de centres d'IVG ferment. Et il y a plus de 100 ans, les révolutionnaires de Russie avaient mis en place ce droit, mais pas que. Ils ont permis le droit au divorce, l'égalité politique, le congé maternité, tout en ayant la certitude de garder son emploi pendant la grossesse. Et ils ont commencé à socialiser les tâches domestiques pour libérer les femmes du foyer. Parce que oui, lutter contre le patriarcat, c'est lutter contre les conditions matérielles et économiques que subissent les femmes qui sont causées par l'exploitation capitaliste. Et dans le cadre des violences sexistes et sexuelles, ce qui fait que les femmes ne peuvent pas quitter leur mari violent, c'est lorsqu'elles ont des situations économiques précaires. Elles occupent la majorité des temps partiels pour subvenir aux tâches domestiques. Elles ont aussi souvent des carrières hachées du fait des grossesses, et tout cela a un impact sur leur retraite. Le fait que les femmes se retrouvent en infériorité économique vis-à-vis des hommes est causé par la société capitaliste qui maintient la domination patriarcale pour diviser la classe ouvrière. Réciproquement, le patriarcat s'appuie sur le capitalisme pour maintenir les violences faites aux femmes. C'est pour ça que nous, on se bat contre le patriarcat qui nous opprime et contre le capitalisme qui nous exploite dans le but de renverser tout ce système. Et il n'existera pas d'émancipation des femmes sans l'émancipation de toute la classe ouvrière. Il y a encore beaucoup de combats à mener pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ça passera par la lutte des classes. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir Baptiste Anglade, travailleur social et militant au NPA révolutionnaire, qui va nous parler de la mobilisation en cours dans son secteur et des attaques patronales récentes. Bonsoir à toutes et à tous, et merci aux camarades de Lyon pour cette belle fête qui s'annonce quand même comme une réussite. Donc on est une petite délégation des camarades du NPA révolutionnaire de Grenoble à avoir fait le chemin. Et moi je voudrais commencer cette intervention en saluant et en vous parlant de mobilisations qui ont lieu dans notre zone, dans le sud de l'agglomération de Grenoble, dans le bout du couloir de la chimie, et de saluer la mobilisation des salariés de Vancorex et Arkema qui continuent à faire face malgré des annonces importantes et qu'on trouve scandaleuses, parce que pour celles et ceux qui suivent, hier on a appris, et c'est pas une surprise, mais que le tribunal de commerce donc validé 400 licenciements à Vancorex, et aujourd'hui c'est toujours autour de 100 emplois à minima qui sont menacés quelques kilomètres plus loin sur la plateforme chimique de Jarry à Arkema. Et pourtant, et c'est quelque chose que nous on répète de manière inlassable, de l'argent il y en a.
des patrons de la chimie, de l'oseille, ils en ont plein les fouilles. Et si on prend juste les chiffres d'Arkema, alors leur profit, c'est seulement 1,5 milliard d'euros. Et leur chiffre d'affaires sur les dernières années tourne, et ils ont fait un peu plus l'année dernière, autour de 10 milliards d'euros. Donc, on tient à saluer cette mobilisation, tout en expliquant, parce qu'on s'est lié à ces luttes, qu'il y a certaines écueils, et Raph en a un peu parlé, Sam en a parlé, je pense que Selma développera, mais dans lesquels on pense qu'il ne faut pas tomber. La première, ce serait de croire que le problème pourrait être, ce serait que les patrons ne seraient pas du bon côté de la frontière. Au début de la mobilisation des Vancorex, il y avait une petite musique qui disait c'est la faute des Thaïlandais. Là, ce qui vient d'être acté, c'est un repreneur chinois, et on pense qu'il faut faire attention à cette petite musique raciste. Et nous, au NPA Révolutionnaire, on est fiers de pouvoir revendiquer que la seule frontière qui existe, c'est celle entre les classes, c'est celle entre les salariés et entre les patrons. La deuxième petite musique à laquelle il a fallu s'affronter, et dans cette mobilisation contre les licenciements, cette mobilisation qui est importante, qui est actuelle et qui est encore devant nous, c'est celles et ceux qui nous parleraient de souveraineté. Alors il y a la souveraineté de droite, ça on y était un petit peu habitué. Vous voyez, les frontières, la France, c'est bien. Et en fait, une souveraineté de gauche qui serait de plus en plus à la mode. Et bien évidemment, ce contexte à la fois d'attaque importante contre le monde du travail et de ralliement à cette idée de souveraineté pour celles et ceux qui se prétendent être les porte-parole des mobilisations, et elle permet à l'extrême droite de se sentir bien à l'aise, bien dans ses petites chaussures. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut compter que sur les salariés, que sur la classe qui est majoritaire. Alors oui, on appelle ça encore la classe ouvrière, et parce que c'est nous la majorité de la population, mais aussi parce que dans nos mobilisations, on sent que quand on arrête le boulot, il y a tout qui s'arrête autour de nous. Et c'est sur ça que nous, on met notre espoir. Et notre espoir, c'est pas d'aller s'enfermer dans un bureau, et ça c'est peut-être le troisième écueil que nous on voit dans certaines mobilisations, c'est-à-dire que on a eu des grands dirigeants et dirigeantes syndicales qui sont allés s'enfermer dans le bureau de Bayrou pour discuter. Alors c'était un conclave, ils utilisent des grands mots, et de ce conclave, ils nous ont expliqué que pourrait sortir enfin une victoire sur la réforme des retraites. Bon, nous on pense que ça c'est donner des illusions, c'est-à-dire que penser qu'on pourra esquiver cette question d'une mobilisation qui soit majoritaire. Donc je le disais, pour nous, la force, c'est celle des travailleurs, avec leur arme principale, qui est celle de la grève. Ivanka m'introduisait de cette manière-là. Moi, je suis éducateur de rue à Pont-de-Clé, à côté de Grenoble, dans les quartiers qui sont tout autour des usines dont je viens de parler. Et nous, notre boulot, qui est souvent invisible, c'est d'être confronté à la misère de cette société et à tout ce qu'elle a de plus dégueulasse. C'est-à-dire qu'on est payé, et très mal payé, pour tenter de limiter, tenter de s'occuper de toute la violence qui est créée par cette société capitaliste qui ne fonctionne que pour le profit. Et en même temps, on n'a pas l'illusion, et les grèves qui ont lieu en ce moment dans le social, que notre place, elle permettrait justement de juguler cette misère. À Lyon, hier, il y a eu une grève des collègues du travail social, du secteur de l'hébergement, pour dire on en a marre d'appliquer des politiques de remise à la rue. On en a marre d'être instrumentalisé et de devoir trier qui a le droit à un logement et qui n'en a pas le droit. La logique qui régit ce secteur, qui est le secteur social, donc dans la protection de l'enfance, dans le champ du handicap,
dans l'insertion sociale et dans la santé mentale. C'est de plus en plus cette logique capitaliste qui est celle des appels à projets. C'est-à-dire que il y a donc nous ce qu'on appelle un financeur, et après je viendrai sur l'argent privé, un financeur public qui met en place un appel à projet. Et après il y a toutes les boîtes, et en général, bon, c'est quand même les plus grosses qui réussissent à choper le marché, qui vont se mettre en concurrence pour dire « Ah bah nous, on peut appliquer ce que vous voulez faire, par exemple, dans le champ de la protection de l'enfance, par exemple, dans le champ de l'insertion, et on pourrait l'appliquer à moindre coût. » Et c'est ça qui régule de manière économique notre secteur. En fait, la marge de manœuvre, elle se fait d'une part sur les gens qui sont accompagnés et d'autre part sur nous, nos conditions de travail, nos salaires, etc. Et pour autant, dans la situation dans laquelle on est, que vous avez, à laquelle vous êtes toutes et tous confrontés également, et qui est une situation marquée par l'austérité, c'est-à-dire que ça a été tout le questionnement de la classe dominante, à savoir comment est-ce qu'ils allaient réussir à nous faire payer encore plus la crise, comment est-ce qu'ils allaient réussir à faire passer les 60 milliards d'économies qui ont été votées dans la loi de finances de Bayrou. Et dans ce contexte économique, on a, alors c'est pas des chiffres que nous-mêmes on a inventés, et franchement quand on les a vus, on s'est dit ah ouais, en fait c'est presque encore plus chaud que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est donc l'organisation des employeurs de l'économie sociale et solidaire qui expliquait que notre secteur allait subir autour de 187 000 suppressions d'emplois. Et le schéma, c'est le suivant, c'est donc l'État qui réduit les budgets pour les collectivités territoriales qui sont en fait l'État décentralisé. Et ensuite, ces coupes de budget, elles tombent département par département, région par région. Et là-dedans, nous, ce qu'on dit également, c'est que les directions des boîtes dans lesquelles on travaille, eh ben, elles anticipent même cette austérité. C'est-à-dire qu'avant même que les budgets ils soient tombés, eh ben, les embauches, elles sont gelées. Les budgets, ils sont rabotés, etc. etc. Et les mêmes directions qui commencent à appliquer cette austérité, même quand elles n'y sont pas contraintes, elles ont beaucoup d'imagination et donc elles profitent de ce petit contexte d'offensive un peu générale, budgétaire, d'austérité, pour nous présenter une nouvelle convention collective. Donc ils appellent ça la convention collective unique, parce qu'en fait, vous vous rendez compte, il y a plusieurs conventions collectives qui existent dans le domaine de l'action sociale, et les patrons, bon, ils n'arrivent plus à s'y retrouver. Donc ils avaient expliqué qu'ils réfléchissaient à cette nouvelle convention parce que ce qui existait actuellement, les conditions de travail des salariés du social, elles étaient trop contraignantes d'un point de vue des ressources humaines. Et donc là, ils nous ont sorti une artillerie très importante. Et quand on parle de guerre sociale que nous mène le patronat, quand on nous parle de guerre sociale que nous mène le gouvernement, et on est en plein dedans. Donc le premier axe de leur nouvelle convention, ce serait une partie du salaire qui se ferait plus au diplôme et à l'ancienneté, mais qui se ferait au mérite. Et là, donc sur ça, on s'y préparait, mais ils nous ont sorti des dernières annonces. Et là, c'est grand chelem. Donc on passerait à la semaine de 48 heures. Ils voudraient instaurer des journées de 12 heures par jour. Aujourd'hui, entre le moment où tu débauches et le moment où tu embauches, tu n'as pas le droit de faire ça avant 12 heures de repos. Ils voudraient passer à 9 heures de repos. Et comme ils sont très gourmands, ils voudraient revenir sur 12 à 18 jours de congés payés par an. Donc ça s'annonce un peu comme un tsunami face à nous. Voilà, à la fois ils appliquent l'austérité de manière très importante et à la fois ils en profitent pour essayer de mettre des coups dans ce que sont et seront nos conditions de travail. Mais
Quand on dit que face à ça, nous, l'espoir, on le met dans les mobilisations et que en fait, ce serait possible de stopper l'offensive de la bourgeoisie dans notre secteur, mais dans l'ensemble des secteurs, c'est aussi parce qu'il y a toute une série de réussites. Le 1er avril, il y a eu une grève nationale du travail social, public et privé, qui a été pour nous une véritable réussite ou à minima un point d'appui important. Autour de 100 rassemblements et manifestations partout en France, toute une série d'établissements qui ont fermé. Et pour nous, une chose qui est très précieuse, c'est des assemblées générales de grévistes dans toute une série de villes. À Grenoble, on était 800 en manifestation et une centaine dans notre AG de grève. Les perspectives qui sont devant nous, et je prendrai un petit peu de temps pour vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est une semaine d'action du 12 au 16 mai. Et les discussions qu'on a, nous, avec nos collègues, c'est de se dire, en préparant cette grève, imaginez si personne allait au boulot ce jour-là, le bordel que ça foutrait dans la société. Alors oui, nous, les travailleurs sociaux, on produit rien en termes de biens. En termes de production marchande. Mais par contre, imaginez si les foyers de protection de l'enfance, il n'y avait pas d'éducateurs pour les ouvrir le matin. Imaginez si dans les centres d'hébergement d'urgence, il n'y avait personne. Imaginez si dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y avait plus de travailleurs. Bon, on pense qu'on a une capacité quand même à foutre un petit bordel en arrêtant le boulot. Et ces grèves qui existent dans un moment où en fait les directions syndicales, elles sont enfermées dans le dialogue social, enfermées dans... alors on a Sophie Binet qui, à peine sortie du conclave, nous explique qu'il faudrait une cellule de crise pour la réindustrialisation en France, une cellule de crise avec les syndicats, mais aussi avec les représentants du patronat et le gouvernement. Bon, eux, ils sont omnibulés par ça, mais ces grèves, elles ont été possibles parce qu'il y a tout un réseau de syndicalistes, d'équipes syndicales, de gens non syndiqués qui s'organisent dans des collectifs, qui sont réunis et qui ont dit on en a marre d'attendre après les directions syndicales, on en a marre d'attendre qu'on nous dise quand est-ce qu'il faudra y aller, quand est-ce que ce sera suffisamment grave pour qu'on puisse descendre dans la rue. Et ça, en fait, ça se fait aussi avec un certain bras de fer, c'est-à-dire que pour le 1er avril, les directions syndicales... cette idée de la grève, elle remontait tellement, elle était tellement discutée partout qu'ils ont été obligés de s'aligner. Mais ils essayent aujourd'hui de freiner des cas de fer et de dire est-ce que la semaine du 12 mai ce serait le bon moment? Est-ce que en fait il ne faudrait pas continuer à tenter de peser dans le cadre des négociations, y compris sur la convention collective dégueulasse dont je vous parlais? Et donc on a cet obstacle-là auquel on s'affronte, mais en fait on s'affronte en organisant des assemblées générales, en discutant de ces perspectives de la manière la plus large possible et d'expliquer qu'on n'a plus le temps d'attendre si on veut lutter contre les licenciements, les suppressions de postes et cette convention collective. Mais on a aussi une autre chose à laquelle on doit s'affronter. Donc je vous parlais de mes employeurs préférés. Ils ont vraiment beaucoup d'idées dans la tête. Donc en même temps qu'ils appliquent l'austérité, en même temps qu'ils nous proposent cette convention collective dégueulasse, ils se sont dit, puisque eux aussi ils la voient, la colère, ils le voient, la souffrance dans les services, le turnover, ils se sont dit, nous aussi, on va appeler à la mobilisation. Alors ils ont créé un collectif qui s'appelle le collectif des 400 000. 400 000, je sais pas, c'est 400 000 employeurs, 400 000, voilà. Et ils expliquent qu'eux aussi vont organiser une mobilisation. Et là, vous savez, quand tu fais grève, ton patron, il essaie vraiment de t'expliquer à quel point c'est n'importe quoi, à quel point tu abandonnes les jeunes ou les moins jeunes dont tu t'occupes. Et là, en fait, ceux qui voudraient participer à leur mobilisation, ils auraient leur journée, ils pourraient prendre les véhicules de service
et les pauvres personnes dont qu'on accompagne et qui sont vraiment laissées pour compte quand on fait grève, eh ben on aurait même le droit, alors nous on parle d'instrumentalisation, mais de les ramener sur ces lieux décidés par nos patrons. Et donc toute une discussion qu'on a, nous avec les collègues autour de nous, c'est de continuer ces grèves parce qu'on pense qu'elles peuvent être porteuses, mais que tout ça devra se faire bien évidemment en indépendance, y compris d'un patronat paternaliste qui est celui du travail social. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. J'ai tenté, par un exemple, d'expliquer quel pouvait être le rôle pour nous des militantes et des militants révolutionnaires. Être militant au NPA révolutionnaire, c'est se former, c'est comprendre le monde. Et les différents ateliers, discussions qu'on a eu aujourd'hui, elles permettent de toucher ça du doigt. C'est de comprendre que c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire, mais c'est aussi s'organiser pour pouvoir réfléchir ensemble et saisir toutes les occasions. C'est participer aux grèves, les pousser jusqu'au bout de leurs possibilités, pousser à la généralisation de ces grèves, aux comités de grève, aux coordinations des comités de grève, et militer au NPA révolutionnaire, c'est s'organiser avec cette idée qu'il faudra passer par une grève générale pour renverser ce vieux monde. Et pour finir, Selma Labib, conductrice de bus à la RATP et porte-parole du NPA révolutionnaire, et aussi co-tête de liste avec Gaël Quirande, postier licencié à Paris. Bonsoir tout le monde, merci déjà pour l'invitation et merci pour l'accueil en terre lyonnaise que je connais encore peu. Donc effectivement, je m'appelle Selma, je suis conductrice de bus à Paris. Pour l'instant, je fais partie, comme certains ici présents, depuis peu du groupe RATP, mais demain je serai peut-être transférée dans le groupe Keolis d'autres camarades ici présents, ou dans une filiale du groupe RATP, ou dans une autre entreprise du transport, qui sait. Tout ce monopoly de la gestion du transport par les capitalistes, les transferts, les appels d'offres, c'est un peu une nouveauté pour nous à la RATP. Nos dépôts de la région parisienne, ils sont découpés et transférés lot par lot à différentes entreprises, mais pour la première fois, et c'est un peu ça la spécificité. Et ce jeudi dernier, on était en grève pour affirmer que face à la division que les capitalistes du transport nous imposent, la seule réponse qu'on a à apporter, c'est notre unité. En fait, face à cette division, il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu de nos directions, à choisir quel patron, à choisir quelle entreprise va être meilleure qu'une autre, mais il faut bien qu'on se prépare à la lutte, parce que en fait, derrière la fin du monopole de la RATP en région parisienne, c'est la dégradation de nos conditions de travail et le gel des salaires qui se cachent. Et d'ailleurs, la RATP elle-même, la belle RATP soi-disant publique, ou publique tout court d'ailleurs, elle a déjà fait une bonne partie du travail en intégrant, c'est un exemple parmi tant d'autres, une deuxième grille de salaire pour tous les embauchés depuis 2023. Et donc, tous les embauchés depuis 2023, on gagne 300 € de moins pour le même travail. Et on pense bien sûr à ceux qui vont rentrer après les transferts avec encore un nouveau contrat et probablement un salaire en fait encore plus bas que celui que nous on a déjà. Alors qu'on soit embauché par une boîte française comme Cap, RATP ou Keolis, une boîte maintenant allemande, on en parlait tout à l'heure, comme nos collègues du dépôt de Flandre à Transdev, une boîte italienne comme ceux de Fontenay dont l'eau a été récupérée par ATM, les transports milanais. Notre objectif, là, c'est de resserrer les liens qu'on a déjà et d'en créer d'autres pour que à chaque attaque à venir, on puisse répondre par un tous ensemble. Et dans des moments comme ça, le NPA révolutionnaire qu'on est en train de construire, en fait, c'est un outil précieux parce qu'il nous permet d'échanger entre travailleurs de différents secteurs, entre travailleurs de différentes organisations syndicales, et en fait, de se rendre compte que les problèmes auxquels on est confronté, c'est les mêmes, même s'ils ne s'expriment pas forcément toujours de la même manière. Et ça nous permet de briser toutes les barrières que nos directions et parfois aussi nos organisations syndicales peuvent nous mettre dans la tête à nous et à nos collègues, et de mettre toujours au premier plan nos intérêts à nous, de travailleurs et de travailleuses, celles et ceux qui font tous les jours tourner cette société.
Cette unité des travailleurs, elle est vraie à l'intérieur des frontières nationales qu'on nous a imposées, hein, mais elle est vraie bien plus encore à l'échelle internationale. Et en fait, c'est surtout là-dessus que je voulais intervenir parce que de plus en plus, là, c'est directement l'actualité internationale qui nous bouscule tous les jours. Alors, je vous rassure, je ne vais pas aller dans les détails d'une analyse géopolitique, mais déjà, on peut quand même se dire qu'avec tout ce à quoi on est confronté, on a le système capitaliste et sa barbarie exposée sous nos yeux et sans filtre. Jusque-là, avant les dernières dingueries de Trump, les puissances occidentales, elles vantaient encore leur façon si diplomatique de régenter le monde et leurs prétendus principes démocratiques. Mais là, avec Trump, c'est quand même un peu autre chose. Et donc, mardi dernier, tout le monde a vu, je pense, mais devant tous les bourges donateurs du Parti républicain, après ces annonces là, sur l'explosion des droits de douane, le mec, il a quand même déclaré ouvertement « Il me lèche le cul ». Il meurt d'envie de passer un accord. Bon, voilà, en fait, Trump, c'est ça, c'est la vérité des prix. Il n'y a plus vraiment d'illusions qui tiennent. C'est un peu la réédition version 2025 du film Le Parrain. Hein, c'est le club des mafieux, version mondiale, à grande échelle, et même un peu mieux parce que, là, on se contente plus de baiser la main du caïd, mais on lui lèche carrément le cul. Bon, et finalement, il y a eu un petit revirement de Trump. Et là, même Trump, qui, comme je vous disais tout à l'heure, illustre plus brutalement que les autres la vérité de ce système, même lui, en fait, il ment. Parce que de ce qu'il dit, c'est la réaction de tous ces seconds couteaux qui seraient ouverts à la négociation, qui l'auraient fait changer d'avis sur ces taxes douanières. Mais en fait, en réalité, derrière les gouvernants, c'est toujours le capital qui se cache, et c'est bien lui qui a dicté à Trump ce revirement de situation. Parce que suite à ces annonces d'explosion des taxes douanières, la bourse, elle a eu un petit moment de PLS quand même, et Elon Musk, il a quand même perdu 100 milliards de dollars dans l'affaire, ce qui doit être à peu près l'équivalent de son budget petit-déj à la semaine, donc c'est pas négligeable comme affaire. Bon, ce que ça montre, c'est que même derrière le dirigeant de l'État le plus puissant du monde, c'est la grande bourgeoisie et c'est les capitalistes qui mènent la danse. Alors ils peuvent laisser le clown faire son spectacle, mais si le spectacle ne menace pas la floraison de leurs profits. Alors finalement, les droits de douane sont ajournés pour 90 jours, sauf pour la Chine, qui est la seule à avoir répondu à Trump par la réciprocité. Mais en fait, même là, c'est les travailleurs en Chine et aux États-Unis qui vont payer le prix fort parce que face aux taxes douanières, les capitalistes ne baisseront pas leurs profits. C'est bien les prix qui vont augmenter et l'exploitation des travailleurs qui vont accentuer pour compenser le manque à gagner de ces politiques protectionnistes. Donc si on résume un peu la situation internationale dans laquelle on assiste à un théâtre de guignols au bord des règlements de compte qui, au passage quand même, accueille le génocidaire Netanyahou en offrant à son armée quelques 5 milliards par an pour poursuivre l'éradication du peuple palestinien et l'occupation du territoire, autant côté Gaza d'ailleurs que du côté de la Cisjordanie. Et en fait, derrière ce théâtre, ce qu'on assiste, c'est une géopolitique mondiale où s'affrontent et négocient les grands requins impérialistes et autres criminels de guerre sur le dos des peuples et des exploités. On le voit à Gaza, on le voit en Cisjordanie, au Liban, au Kivu, en RDC, au Soudan, au Yémen, etc., et bien sûr en Ukraine. Donc voilà l'ambiance du monde libre, comme ils disent, où ils espèrent imposer une ambiance de peur, de sidération, de fatalisme ou d'inquiétude. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe. Alors, sur l'Europe, on le dit clairement, cette Europe de la défense, cette Europe soi-disant démocratique, leur démocratie bourgeoise, en fait, qu'on nous demande de défendre demain et pour laquelle on voudrait nous faire se sacrifier dès aujourd'hui, on le dit, c'est du vent, c'est du mensonge et c'est une propagande de la bourgeoisie pour nous faire marcher derrière elle. Parce qu'en réalité, cette Europe de la défense, c'est 800 milliards de retrouvés comme ça, par magie, après toutes les proclamations pour tailler dans l'éducation ou dans la santé. C'est 800 milliards pour la défense, pendant que nous, les travailleurs et les travailleuses, on se serre la ceinture. Alors on s'oppose à tous les programmes de remilitarisation, qui soient transatlantiques, qui soient européens ou qui soient hexagonales. Mais il faut quand même bien qu'on ait en tête que ces délires sur l'Europe puissante, c'est du bluff. Et il faut bien qu'on l'ait en tête parce que c'est sur la base de ce bluff que les bourgeoisies, elles veulent nous enrégimenter sans aucune distinction de classe derrière un seul et même projet militariste et capitaliste.
Et c'est l'ensemble de ce projet d'union nationale qu'on refuse, et la seule frontière, oui, qu'on connaît et qu'on accepte de construire, c'est la frontière de classe entre les travailleurs et les patrons et les gouvernements à leur service. Et franchement, pour avoir une idée de ça, il suffit vraiment de regarder, ou plutôt d'écouter les paroles de notre propre bourgeoisie. Sam le disait tout à l'heure, le directeur général de BPI, qui trouve quand même que les faux vieux ou les vrais jeunes, c'est ceux qui ont entre 62 et 75 ans. Bon, en tout cas, la défense qu'il faut que nous, on prépare, c'est celle de notre classe, parce que la guerre militaire qui prépare pour un lendemain incertain pour l'instant, il nous l'amène déjà, en fait, socialement, cette guerre. Et tous les discours sur le réarmement ou sur l'Europe de la défense, il faut que nous, les travailleurs et les travailleuses, on entende ce discours comme une déclaration de guerre contre tous les services indispensables aux plus pauvres, contre nos emplois, contre nos salaires et contre nos conditions de travail. Et pour se défendre, oui, on peut compter que sur nos luttes. Parce que du côté de la gauche, le réarmement, ça ne les choque pas non plus plus que ça. C'est comme contre le système capitaliste. Vous voyez, ils cherchent à le réaménager, mais en mieux. Donc pour le réarmement, Mélenchon, il dit que le matériel militaire doit être réversible pour une utilisation civile. C'est le concept du porte-avions version temps de Quechua, mais il ne faut pas trop le dire trop fort parce que en fait, la famille Muliev, qui détient Decathlon, pourrait quand même aller proposer l'idée à Macron. Et oui, c'est encore ce que Sam disait tout à l'heure, ce que dit le PDG de Thales, c'est ça, c'est pour eux, en fait, le bombardement de peuple et les déclarations de nous envoyer demain au front, c'est, comme dit le PDG de Thales, des opportunités de développement. Et comme la gauche, les directions syndicales, elles aussi, elles tortillent un peu du derrière, voire elles s'alignent complètement sur l'union sacrée dans laquelle Macron veut nous embrigader. Alors du côté de la CFE-CGC, c'est sans filtre, ils se félicitent du réarmement, ils disent « Investir dans l'industrie de la défense va faire tourner notre économie française et européenne et améliorera les ressources financières de la protection sociale. » Donc si tu veux une retraite et une sécu, prépare-toi à aller au front. Et pour la responsable de la CGT, Sophie Binet, en vrai, c'est pas beaucoup moins explicite quand elle dit que, et là je la cite, « Les grands patrons ont une nationalité, ils doivent jouer le jeu du Made in France. Ce qu'il faut, c'est protéger nos frontières, protéger nos industries. » Mais franchement, en implorer aux patrons pour défendre les emplois des travailleurs, c'est pitoyable et c'est semer des illusions dans la tête des salariés. Et là, je vais reprendre les mots de mon camarade Ken, qui est ouvrier dans l'automobile et qui est intervenu au meeting qu'on a organisé à l'occasion des rencontres nationales ouvrières à Paris fin mars. Et en fait, je tiens à reprendre ces mots parce que se battre contre le protectionnisme, c'est ce à quoi il est confronté tous les jours quand il s'adresse à tous les travailleurs en lutte contre les fermetures de leurs entreprises qui ont notamment lieu dans l'automobile, mais pas que, entre autres attaques du patronat. Et il dit qu'au NPAR, oui, on pense que le protectionnisme, c'est pour protéger les profits des patrons et pas les travailleurs. Que le protectionnisme, il sert à diviser les travailleurs d'un pays vis-à-vis d'autres travailleurs d'autres pays et que c'est une division qui sert que les patrons. Et cette politique nationaliste de division des travailleurs, elle n'est pas surprenante de la part des bureaucrates syndicaux. La division des travailleurs, en fait, c'est leur spécialité. On l'a vu face à la vague de licenciements immenses qui touche le secteur automobile, je vous le disais, Michelin, Forvia, Valeo et bien d'autres, mais qui touche aussi la chimie, qui touche des entreprises comme Auchan, qui touche d'autres entreprises ou d'autres secteurs, comme le disait Baptiste tout à l'heure. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'ils font les dirigeants syndicaux ? Et comme d'habitude, ils jouent leur rôle de pompiers face à l'incendie social et ils refusent d'aider les travailleurs à se coordonner, voire parfois ils les en empêchent. Les bureaucrates syndicaux, et en particulier ceux de la CGT, ils laissent les travailleurs se battre, isolés, boîte par boîte, face à leurs patrons. Et c'est contre cet émiettement des luttes que nous, les communistes révolutionnaires, on doit proposer aux travailleurs de se battre. La coordination des travailleurs, leur solidarité, c'est la seule réponse valable face aux attaques planifiées et unies, elles, des patrons et du gouvernement. Alors ça doit être notre boussole dans les semaines et les mois à venir, ni chair à canon, ni chair à patron. On est communiste, révolutionnaire, internationaliste, et ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, c'est qu'on ne choisira pas un camp impérialiste plutôt qu'un autre. On ne choisira pas un gouvernement d'une grande puissance plutôt qu'une autre. On ne choisira pas une bourgeoisie nationale plutôt qu'une autre.
les crimes de Poutine et son régime, ils ne lavent pas les crimes de l'impérialisme français ou américain. Dans la guerre que Poutine a engagée contre l'Ukraine, notre solidarité, elle est internationaliste. Et ce que ça veut dire, c'est qu'elle défend les intérêts d'aucune puissance, elle défend rien d'autre que la simple fraternité entre les exploités du monde entier. On dit que la population ukrainienne, oui, elle doit pouvoir choisir son propre sort. On dit que les troupes russes n'ont rien à faire en Ukraine. Et on dit que ce que met en lumière le pseudo-retournement de Trump vis-à-vis de Poutine, c'est que c'est une loi de la guerre, en fait. Celui qui fournit les armes et le matériel, c'est celui qui décide à la fin. Et les États-Unis et l'OTAN, ils ont prétendu se battre pour la liberté des Ukrainiens, mais en réalité, ils n'ont fait que défendre leurs propres intérêts avec la peau des Ukrainiens. Et notre solidarité internationaliste, elle va aussi aux travailleurs et aux travailleuses en Russie qui sont contraints aujourd'hui, eux aussi, à payer pour une guerre qui n'est pas la leur. Et on pense à ceux qui sont ukrainiens ou russes, des classes populaires qui meurent dans les tranchées pendant qu'on négocie dans leur dos et en secret, pendant qu'on les envoie à la boucherie pour rien du tout, parce qu'on l'a tous vu ici. Derrière le traité de paix, c'est quoi ? C'est l'enjeu de l'exploitation des terres rares en Ukraine et leur extraction qui représente en fait une mine d'or pour les États-Unis, pour la Russie et pour les impérialistes de seconde zone d'Europe qui réclament eux aussi, bien sûr, leur part du lion. Alors oui, le capitalisme, c'est la guerre. Et il n'y a pas une seconde à l'échelle de la planète qui ne se passe où le monde entier est en paix. En Syrie, au Kivu, au Kurdistan, en Palestine, où les bombardements ont repris encore plus violemment. C'est 150 000 enfants tués, c'est des hôpitaux bombardés, c'est 208 journalistes qui sont morts, c'est un blocus de l'aide humanitaire, la prise d'otage d'un réalisateur oscarisé et qu'elle sort pour tous les autres anonymes. Et de l'autre côté aussi, en Cisjordanie, la colonisation, elle continue de plus belle et dans l'ignorance et le silence, pour le coup, de toutes les grandes puissances de ce monde. Il n'y a que nos mobilisations et nos manifestations partout dans le monde pour crier notre solidarité au peuple palestinien. L'Europe et la France, qui prétendent défendre le droit international, ils disent quoi sur la Palestine ? C'est l'union nationale, encore une fois, pour couvrir les crimes de Netanyahou et continuer à lui envoyer des armes. Le PS de Hollande et de Valls, il crache quand même que l'antisémitisme est arabo-musulman et d'extrême gauche. C'est double mensonge, double calomnie et misérable tentative politicienne pour jeter de l'huile raciste sur le feu. Et en fait, ça leur permet de salir et de réprimer les mobilisations palestines et de maintenir l'alliance stratégique avec Netanyahou, d'une part, et d'autre part, de dédiaboliser l'extrême droite et de la rendre respectable pour un jour, bien sûr, gouverner avec elle. Et on l'a d'ailleurs vu dans le procès de Le Pen, hein, ils ont tous bégayé à reconnaître le jugement parce que la corruption, elle fait partie pleine et entière de leur système. Alors, toute cette situation internationale, elle nous révolte, mais elle nous met aussi face à la réalité de ce système capitaliste. Face aux guerres et aux menaces de guerre généralisées, il n'y a pas de raccourci. Le pacifisme, ce n'est pas une option, qu'il soit sous la forme de résignation ou d'illusion. La résignation, bon, ça va être l'acceptation de la paix des cimetières et de la loi du plus fort. C'est en fait une paix qui prépare pour de nouvelles guerres. Et le pacifisme, la résignation, c'est l'acceptation, c'est le pseudo-pacifisme de Trump, qui propose la paix aux Palestiniens par le nettoyage ethnique et la paix aux Ukrainiens par la vente à la découpe de leur pays. Alors nous, au NPA révolutionnaire, on croit autant au Père Noël qu'en l'efficacité de ces solutions institutionnelles. Et ce en quoi on a confiance, c'est en la capacité de notre classe de s'opposer à ces guerres, comme l'ont fait les travailleurs et les travailleuses russes en 1917. Alors depuis, les rapports de force, ils ont évolué, mais ils sont toujours déterminés par les guerres commerciales que se font les multinationales. Et hier comme aujourd'hui, le basculement vers des conflits militaires, il fait partie des possibilités et il faut qu'on s'y prépare. Mais s'y préparer, c'est aussi savoir reconnaître que la menace d'un ennemi étranger pour demain, c'est avant tout une déclaration de guerre pour aujourd'hui contre notre classe, une guerre idéologique et une guerre économique. Hier, Lénine parlait de l'impérialisme, un stade suprême du capitalisme, comme des alliances et des rivalités qui se font et qui se défont avant tout selon les intérêts économiques des bourgeoisies nationales et des États à leur service.
Et pour chacune de ces grandes puissances impérialistes, en fait, il y a deux enjeux parallèles. Le premier, c'est s'assurer sa part du lion dans le jeu impérialiste, c'est se donner les moyens militaires et politiques de se renforcer et de s'étendre, tout en s'assurant, et c'est le deuxième enjeu, que l'ordre impérialiste mondial, le pouvoir qui est aujourd'hui dans les mains de la bourgeoisie, le reste coûte que coûte, et face aux possibles révoltes des peuples qui payent le sacrifice des concurrences interimpérialistes. C'est un jeu dangereux, mais quand les travailleurs menacent cet ordre et se révoltent, c'est bien l'alliance de la bourgeoisie comme classe, là pour le coup, consciente de ses intérêts, qui prime pour réprimer de façon militaire, politique et souvent les deux, la classe qui a la possibilité de renverser cet ordre. Alors, des explosions sociales, il y en a eu, il y en aura d'autres, et il y en a aussi en ce moment, on le voit en Turquie, où les étudiants continuent de manifester dans de nombreuses villes malgré la répression. Et là-haut, les dirigeants, ils savent se reconnaître et s'apporter une solidarité. D'ailleurs, Erdogan l'a fait avec Marine Le Pen en apportant son soutien à son homologue d'extrême droite française. Nous aussi, on a conscience que nos combats, c'est les mêmes de part et d'autre des frontières, et on apporte notre solidarité à toutes celles et ceux qui manifestent en ce moment en Turquie contre le régime dictatorial d'Erdogan, qui emprisonne ses opposants politiques, mais pour bien plus que ça aussi, contre le système qu'il défend et que ses opposants pourraient bien eux aussi défendre s'ils avaient sa place. Alors tout ce que j'ai développé ici, tout ce que Baptiste, Raphaël et Sam ont développé, nos idées communistes internationalistes, il n'y a que les organisations révolutionnaires pour les porter. Et nous, on essaye aussi de les porter à l'international. On essaye de les porter avec nos camarades d'ISAR dans l'État espagnol, avec nos camarades du RSO en Allemagne, avec nos camarades de l'OCDE Spartakos en Grèce et de Speak Out Now aux États-Unis. Mais on voudrait aussi les porter ici avec les autres organisations révolutionnaires parce qu'on pense que face au confusionnisme qui règne autour de nous, il est important que puisse émerger une autre voix, celle qui s'oppose à l'unité nationale, celle qui dit qu'une autre société est possible et que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui font tout tourner qui doivent enfin décider. Mais ces idées qu'on porte au quotidien, dans toutes nos activités militantes, dans les entreprises, auprès des travailleurs et dans la jeunesse, auprès de toutes celles et ceux qui veulent relever la tête, on veut que tous les travailleurs et les travailleuses s'en saisissent et les portent avec nous. Et comme disait Marx, les idées sont une menace lorsque les masses s'en emparent. Et quand on prend conscience de notre force, quand notre classe, elle surgit en fait sur la scène politique, tout peut changer à ce moment-là, à condition de ne pas se laisser entraîner dans les impasses que la bourgeoisie et tous ces relais politiques tentent de mettre sur notre chemin. Une organisation révolutionnaire, le NPA révolutionnaire qu'on construit, c'est une boussole pour défendre nos intérêts de travailleurs et de travailleuses, et c'est un outil pour défendre nos idées au quotidien auprès de nos collègues et de tous nos milieux. Alors, on vous invite à nous rejoindre. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je vous rappelle à la fin de ce meeting qu'il y a toujours les panneaux d'exposition de boîtes dans lesquelles on intervient qui sont disponibles et que vous pouvez vous procurer le dernier numéro, et d'ailleurs des numéros d'avant, de notre journal révolutionnaire à la table de presse. Du coup, avant de profiter ensemble du reste de la soirée et d'un bon repas, je vous invite à chanter l'Internationale tous ensemble. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison annonce son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, vous l'esclave debout, debout, le monde va changer.
la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte.